Bonjour à tous, c'est l'été, c'est le soleil, il fait beau en France. C'est l'occasion pour nous d'échanger dans le cadre de cette émission Échange, une émission de maïso.com. Échange qui reçoit aujourd'hui un monsieur dont la réputation circule underground. Lorsqu'il dit quelque chose, surtout en matière de politique française, ça se réalise toujours. Certaines personnes ont dit que c'était un prophète. Mais lorsque je l'ai rencontré et que j'ai discuté avec lui, ce n'est pas un prophète, c'est juste un analyste qui a l'œil fin, qui a l'oreille affinée et qui voit loin, qui a une vision et qui, lorsqu'il analyse l'actualité politique française, l'analyse tellement bien qu'il voit avant tout le monde, c'est que beaucoup d'instituts de sondage ne voient pas, c'est que beaucoup d'instituts de sciences politiques ne voient pas, c'est que beaucoup de politiciens, peut-être ceux qui sont là-dedans, les politiciens, les spécialistes de la politique ou les professionnels de la politique ne voient pas. Je me suis dit, pourquoi pas échanger avec lui pour qu'il nous livre enfin son secret. On l'appelle Da Silva Mayamona, deux fois on l'appelle aussi Sylvain en français. Il a aussi un petit surnom, Simpson. Il a un autre surnom, mais ce n'est pas vraiment un surnom, c'est juste une espèce de point d'interrogation parce que certaines personnes se posent la question de savoir si ce n'est pas lui, les Nostradamus africains. Dans cet échange, nous avons Da Silva Mayamona. Bonjour monsieur Mayamona. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir pour qu'on puisse échanger sur vos capacités à analyser, des capacités au-dessus de la moyenne. Et ce qui me surprend encore dans l'histoire, c'est que vous n'avez pas fait les Sciences Po. C'est ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je n'ai pas fait de Sciences Po. Et vous avez fait quelles études? À peine des études primaires. Et tout ce que vous faites, c'est à peine des études primaires. Oui. Et avec des capacités de prémonition au-dessus de la moyenne. Mais vraiment au-dessus de la moyenne, en fait. Je dirais que peut-être ça pourrait ne rien avoir avec les études, mais c'est peut-être un don. C'est une perspicacité, en fait. Voilà, donc on va faire un petit recul en arrière. Vous vivez en France depuis un certain nombre d'années. Vous suivez de près l'actualité politique française parce que ça vous intéresse. Et chaque fois, vous émettez un point de vue déjà dans votre entourage qui s'avère être vrai dans beaucoup de choses. Alors, faisons un petit retour en arrière. Quel est le premier événement politique que vous avez prédit et qui s'est réalisé tel que vous l'avez dit? Si j'ai dit prédit, c'est des prédictions quasi scientifiques. Hein? C'est une analyse en fait. D'accord. C'est lorsque j'ai vu que la gauche hésitait pour présenter un candidat aux élections 1995. Et Michel Rocard venait de se retirer de la candidature et tout le monde comptait sur Jacques Delors. Et il venait de sortir un livre. Mais je me suis dit que ce livre-là, c'était comme s'il était déjà en campagne. Donc c'était une précandidature et qu'il attendait l'avis des gens. Donc, et comme j'ai vu qu'il avait des hésitations, j'ai essayé de contacter sa fille, Martine Aubry. Oui. Elle lui a envoyé un mot en disant que votre père hésite, mais il est capable de dire non. Alors pour nous rencontrer, pour que je puisse vous souffler quelques idées, pour qu'on puisse former peut-être un autre candidat. C'est là où j'ai commencé. J'ai vu une faiblesse. Et pour moi, la gauche, pour moi, c'était le début de la fin, en fait. De la fin de la gauche. Voilà. Oui. Je me suis dit que non, il faut qu'on fasse quelque chose pour la gauche. C'est là où j'ai commencé. Et quelques jours plus tard, Jacques Delors passe 7 sur 7. Il répète presque ce que j'avais dit, que j'avais écrit à sa fille, que oui, je viens de sortir un livre, que j'ai vu personne qui m'a soutenu. Même si je gagnais, je ne vois pas avec quelle majorité je pourrais gouverner. Donc c'est ce qu'il avait dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi, je dirais qu'il avait peur de l'échec parce que c'est tellement difficile. La situation économique, il ne voyait pas la sortie. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'échec. C'est pour cela qu'il a refusé. Mais que ça ou non, mais dès le départ, j'ai vu que comme il hésitait, il pourrait dire non et il a dit non. Ouais. Donc vous aviez prédit qu'il allait dire non et vous avez écrit, tout ça c'est sur courrier, hein, parce que vous archivez à peu près tout. Oui, j'ai écrit à Martine Aubry et à un autre qui devait être candidat mais qui n'a pas été. Est-ce que je pourrais citer le nom? Oui, bien sûr. Jacques Lang. Oui. Oui. Donc, voilà.
Et j'ai les réponses qui contiennent des références qui pourraient prouver que ces lettres existent et ont bien été écrites avant la décision de Jacques Delors. Et à l'époque, des lettres écrites à la main. Hein? Oui. J'étais à peine environ 3 ans en France. Oui. Voilà. Et alors, le deuxième événement marquant que vous avez prédit et qui a fonctionné, c'était lequel? Je pourrais dire deuxième que j'ai écrit oui, que j'ai envoyé officiellement, mais ça faisait partie des choses que je disais déjà. Concernant la difficulté, la crise économique. Donc c'est la crise économique elle-même. Tout le monde voyait ça comme si c'était une petite chose qui pourrait passer après. Ça c'était 93, fin 93, début 94. Et moi je me suis dit que cette chose que les gens sont en train de négliger, ça va s'aggraver. Parce qu'il y a une chose que les gens ne voient pas, qui a été mise en place, qui fabrique la pauvreté. Et tant que ça sera en place, donc la crise économique continuera et ça va s'aggraver. Et donc ça, je l'ai écrit en 1994 et j'ai envoyé des lettres en 1995, dont une au Premier ministre de l'époque. Oui. C'était Alain Juppé. Oui. Okay. J'ai envoyé sur à l'UNESCO, à d'autres organismes. Et Alain Juppé, c'est le seul qui m'avait répondu. Voilà. Donc le deuxième événement marquant, c'est d'avoir prévu la crise économique. C'était en 1994, à l'époque, ce n'était pas une crise comme actuellement. Oui, oui. Donc les gens pensaient que oui, c'était passager. Voilà. Et ça continue et ça ne fait que s'aggraver. Et concrètement, vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise économique? Oui, comme j'ai dit dans certaines lettres ou à d'autres gens qui vous ont communiqué, qui vous ont dit qu'il y a peut-être des prophètes. Oui. Donc ces choses-là, c'est des choses que je n'aime pas dire publiquement, parce que ça fait partie du secret. C'est des choses que je dirais les jours que j'ai rencontré quelqu'un d'humble qui serait d'accord de travailler sous mes conseils. Parce que si je l'annonce, ça devient public et ça sera plus un secret. D'accord, bon, nous y reviendrons. Ben alors, ce qui a marqué le plus les gens, c'est que vous avez prédit la victoire de Mitterrand, l'arrivée de Macron et les Gilets jaunes. Plusieurs mois, même années en avance. Qu'est-ce qui vous a fait croire? Quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes basé juste pour voir ces 3 événements majeurs? Une petite correction. Non, je n'avais pas prévu la victoire de Mitterrand, non. Ah bon, c'est que je me suis trompé sur des documents que j'ai lus, autant pour moi. Non, peut-être c'est quelqu'un d'autre vous voulez dire. Non, parce que quand je suis venu en France, Mitterrand était déjà président et il ne s'est plus présenté. Voilà. Et justement, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour qu'on trouve son successeur. D'accord. Voilà. Et par contre, les choses que j'avais prévues, j'avais dit que la gauche n'allait jamais gagner par ses propres moyens. Il pourrait gagner que par défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus d'idées. Son programme était de s'unir avec la droite pour faire barrage au Front National. Et ça, ce n'est pas un programme économique. Mais si le Front National a des idées qui ne se plaisent pas à beaucoup de gens, mais ce n'est pas le Front National qui est à l'origine de la crise économique. Si la crise n'existait pas, le Front National n'allait pas être aussi populaire. Donc, comme la gauche était à court d'idées, c'est là où j'ai dit qu'il pourra gagner que par défaut. Et même une fois s'il gagnait, il n'allait rien faire au pouvoir parce qu'il n'a pas d'idée. Ce n'est pas avec les défauts du parti adverse. Donc c'est des défauts du parti adverse qu'il fera gagner, mais ça ne va pas l'aider à diriger le pays. À finir avec la crise économique. Voilà. Et victoire de Macron, il a gagné, oui. Nous, je n'avais pas tout à fait dit qu'il allait gagner, mais ce que j'avais prévu, et que gauche et droite pourraient être éliminés. Pour un 3e larron. Voilà, qu'il n'allait pas être au 2e tour en 2017.
parce que les gens étaient déjà dégoûtés de leur politique. De toute façon, ce parti-là, pour moi, était déjà mort depuis longtemps. S'ils ont continué à exister, c'est parce qu'il n'y avait personne en face. Il n'y avait personne pour qui voter. Comme j'avais écrit en 2005, lors des émeutes de la banlieue, les vedettes Yannick Noah, Thuram et d'autres ont sensibilisé les gens pour s'inscrire dans la liste électorale, je ne sais pas quoi. Mais j'avais répliqué, les gens qui vous demandaient d'aller s'inscrire, ils vont voter pour qui? Puisque la gauche n'existe plus. Donc voilà, pour moi, la gauche n'existe plus. Donc s'il y avait quelqu'un venait qui savait parler, donc la porte était ouverte et que c'est la gauche et droite, pour moi, c'était mort. Oui, quand je disais Macron, ça dit je pensais au troisième larron, sans forcément mettre un nom là-dessus. Et le troisième larron est arrivé, il est au pouvoir. Mais après, vous avez maintenant parlé des gilets jaunes. Qu'est-ce qui a suscité les gilets jaunes? Parce que vous avez vu le phénomène gilets jaunes, peu importe le nom qu'on donne au phénomène, vous avez vu qu'il y aura une révolte de la société civile contre Emmanuel Macron. Oui, les gilets jaunes, c'est pas quand j'ai commencé à parler de ça, c'était même avant qu'on connaisse Emmanuel Macron. À partir du moment que j'ai commencé à écrire, j'ai vu des choses qui se passaient. Il y avait de plus en plus d'injustice. Les taxes qui ne cessaient pas d'augmenter, les impôts et d'autres choses. Et je me suis dit que tôt ou tard, donc les gens seront, comment je peux dire, asphyxiés et ils vont finir par se révolter. S'il n'y a personne qui vient pour changer ça, ça bougera. C'est ça que j'avais prévu. Voilà. Et ça bougeait. Et ça bougeait. En plus, ça bougeait sans leader. Parce que quand je dis sans leader, parce qu'un leader, c'est celui qui vient avec des idées. Là, il n'y a que des gens qui protestent et qui demandent un changement. Ce qui fait qu'au départ, c'était bien. Ils avaient l'appui des Français. Mais puisqu'on demande leurs idées, ils n'en ont pas et continuent. Ils sont devenus comme si c'était eux les voyous. En plus, donc, le gouvernement a bien fait les choses pour lui et contre les gilets jaunes. Voilà, maintenant ils n'ont plus la côte. Ils n'ont plus la côte, donc on les a fait passer pour des voyous parce qu'il n'y a pas des idées, il n'y a pas de propositions. Voilà. Selon vous, c'est un mouvement de contestation, mais qui ne propose rien derrière. Voilà. Mais même si ils n'ont pas la côte, ça ne va pas disparaître pour autant. Même si ça pourrait s'arrêter un jour, mais ça va reprendre. Parce que ça va de pire en pire. Et les Français ne pourront pas supporter ça très longtemps. Et pour les gilets jaunes, vous avez écrit aussi vos idées à certains politiciens ou pas? Politiciens... Parce que vous écrivez beaucoup quand même, j'ai vu dans vos archives. Vous écrivez beaucoup, vous mettez vos idées sur papier. Oui, il y a certaines lettres où on voit, où je dis que si les injustices continuent, il va arriver pire que les émeutes de banlieue de 2005. Donc, c'est en fait ça. C'est ce qui est donc en cours d'être arrivé. Alors, avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous avez comme connaissance, pourquoi ne travaillez-vous pas, par exemple, pour un institut de sondage ou un parti politique? Vous êtes là comme analyste. Justement, quand j'ai commencé à écrire en 1994, comme je vous ai dit que je voulais rencontrer Martine Aubry ou Jacques Lang pour essayer de fournir quelques idées. Donc, en quelque sorte, c'est pour travailler comme leur conseiller. Mais sauf que comme je suis un simple inconnu, je ne sais pas si je dirais que je suis noir, mais ça n'a pas assez d'importance. Mais ils ne prennent pas mes choses en considération. J'écris j'ai pris des lettres. En fait, les lettres que j'écrivais, là où il y a des choses qu'on appelle des prophéties, en fait, c'était des lettres de demande d'audience. Et là-dedans, j'ai mis quelques idées, quelques arguments, mais pas tout. Et qui finissent toujours par arriver. Donc, voilà ce qui arrive de ces gens-là, que j'ai écrit. On ne me reçoit jamais. Voilà. Et les instituts de sondage, je n'ai jamais essayé de contacter. Mais c'est les politiciens qui m'intéressent, parce que les gens ont besoin de solutions.
Alors, mais dans ce cas, les politiciens travaillent avec des think tanks. Pourquoi ne pas aller dans un think tank et là, vous mettez vos idées, vous mettez vos idées au profit des politiciens, mais à travers un think tank. Non, moi, j'ai toujours préféré rencontrer quelqu'un et que mes idées soient restées secrètes et que la personne qui allait en parler, donc, comme, ce soit comme si c'était ses idées à lui. Je n'ai pas envie que les gens sachent que ça vient de ces... Un héros dans l'ombre, en fait. C'est ce que vous voulez être. C'est-à-dire que vous prenez vos idées, vous le donnez à quelqu'un qui va les incarner, et vous-même, on ne vous perçoit pas. On ne vous aperçoit pas, en fait. Oui, ça, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui intéresse, c'est qu'on puisse résoudre les problèmes. Alors, vous êtes d'origine africaine, vous venez de l'Afrique centrale, et vous vivez en France, vous avez fait votre CPI, et vous avez une vision quand même assez claire de la politique française. Est-ce que vous réfléchissez sur la politique internationale française et sur l'avenir de l'Afrique, qui est votre continent d'origine? Dans ce que j'écris, et les choses dont je parle, je commence par la France. Mais France, ça concerne presque le monde entier. Et parce que, comme on dit, si plus il y aura des pays prospères, plus les autres iront mieux. Et plus il y aura des pays des problèmes, des pays pauvres, moins bien, et ça va contaminer les autres dans le sens négatif. Donc moins bien iront les autres. Donc si la France, tout va très bien, les autres pays aussi, ça pourrait aller bien. Et surtout, tout ce qui se passe en Afrique, ça vient d'ici. Et comment je peux dire, s'il y a des gens qui réfléchissent pour le bien-être en Afrique, ici en Europe, c'est là où l'Afrique ira mieux. Sans quoi, voilà. Lorsque vous dites que l'origine du problème, ça peut être ici, ça vous met dans une posture inconfortable. C'est-à-dire choisir entre la femme que vous avez épousée, la France, et votre mère, l'Afrique. Non, justement, je ne choisis pas. Une des qualités ou défauts de ce que je suis, pour que je sois, comme on m'appelle, prophète, c'est-à-dire qu'il faut être objectif. Et ne pas être pour quelqu'un qui est proche de moi ou contre quelqu'un que je n'aime pas. Hein. Donc je donne raison à celui qui a raison et tort celui qui a tort. Et quand je dis que ça vient d'ici, oui, ça vient d'ici, mais si on cherche des choses, ça n'ira que bien de tous les côtés. Oui. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, à propos de l'Afrique, vous avez dit que tant qu'on n'organise pas les choses en Afrique, rien ne fonctionnera. C'est comme demander aux Occidentaux, c'est comme demander à un lion, comme un mouton qui demande à un lion, bon, ne me bouffe plus. Hein, j'en ai assez, ne me mange plus et le lion ne va pas obéir. Alors, si les moutons ne peuvent pas dire au lion, ne me dévore plus. Alors, que conseillez-vous aux moutons de faire? De fuir, de s'esquiver, de devenir lui-même un lion? Non, c'est de conseiller au lion qu'il y a mieux que le mouton. S'il bouffe le mouton, de toute façon, il ne sera pas passager. Donc, c'est lui montrer, par exemple, là où il y a du gnou, hein, donc, ou de bif peut-être, mais sauf que bif, c'est un peu dur. Voilà, c'est lui montrer qu'il y a mieux ailleurs que ce qu'il fait avec le mouton. Et si on lui montre qu'il y a mieux ailleurs au mouton, on dit quoi? Bon, maintenant lui il regarde ailleurs et rester mouton. Pas tout à fait ça, mais sauf que là, comment je peux dire, peut-être il pourrait devenir ami avec le lion. Et ils travaillent ensemble. Voilà. Alors là, on a vu le volet politique. Et avant de revenir sur ce volet vers la fin, vous avez encore une autre dimension que j'ai remarquée, c'est que vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction du français. Ça, il faut voir plutôt avec les académiciens.
quelles sont les fautes que vous avez relevées ou ce que vous estimez ne pas être juste tel que les choses sont vues pour qu'on puisse changer? Il y a beaucoup de choses, il y en a tellement beaucoup, mais on ne va pas tout évoquer. Mais je vais donner seulement Oui, on va voir ça à l'écran de toutes les façons. quelques exemples. Donc, la première faute que je vais dire, c'est tout ce que les gens pensent que c'est tout à fait correct. Quand on accorde les participes passés, par exemple, quand on dit la parole que j'ai dite, pour moi, il y a une faute. Et on doit dire la parole que j'ai dit. Donc, c'est pas la même chose avec la parole qui a été dite. C'est là où on fait l'accord. Parce que l'accord, ça se fait, c'est pas selon le temps, ou pas selon, comme je vois, on parle souvent de complément d'objet direct avant ou après le verbe, non, mais l'accord se fait selon la voix passive ou voix active. Si c'est voix active, on accorde, et si c'est voix passive, non. Et avec le verbe être aussi, verbe être. C'est le fait de parler d'accord de participe passé et complément d'objet direct avant ou après le verbe, ça complique les choses et ça met les choses dans la confusion. Mais là, vous contestez, mais vraiment même la structure telle qu'établie, quoi. Les compléments d'objets directs s'accordent, disons, non, c'est plutôt les participes passés s'accordent avec les compléments d'objets directs si celui-ci les précède. Oui, oui, donc cette façon de faire les choses, c'est un peu difficile à, comment je peux dire, à mémoriser. Non, il y a un autre terme. C'est un peu difficile pour que les gens comprennent à 100% pour donner la matière. Si on utilise seulement le terme, si on parle de voix passive ou active, ça c'est simple à comprendre. C'est pas compliqué du tout. Donc c'est la chose la plus facile pour moi. Alors, faites des démarches pour aller dans une commission, je ne sais pas moi, peut-être à l'Académie française, pour la simplification de la langue française. Déjà sur le plan administratif, on a commencé à simplifier les choses. Peut-être sur le plan grammatical, ils avaient proposé par exemple d'écrire photo avec FOTO. Par exemple, bon, au niveau du vocabulaire, de l'écriture, ça commence à changer. Pourquoi pas au niveau des règles, telles que vous le préconisez? Pourquoi aussi ne pas entamer des démarches pour faire entendre votre voix? Le problème est justement, par où commencer? Souvent les portes sont closes. Et comme dans la politique, j'ai écrit à pas mal de gens, mais on ne me reçoit jamais. C'est pareil avec les autres, surtout que j'ai passé de temps, il faut que je travaille aussi pour vivre. Donc je n'ai pas assez de temps pour ce genre de démarches. Voilà. Avez-vous déjà écrit à M. Macron? Non. Franchement, donc, M. Macron, non, lui, je n'ai pas essayé. Jean-Marie Le Pen? Oui. C'était à propos d'eux, même si c'est un courrier peut-être privé. Mais comme ça concerne la politique, donc il y a un côté public. Voilà, donc Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un... Non, Jean-Marie, non, sa fille, en fait. Marine Le Pen. Marine Le Pen, voilà. Je l'écris parce qu'on sait que quelqu'un comme moi, donc jamais je devais m'adresser à une personne comme elle, qui parle du mal des étrangers, des gens d'origine étrangère. Mais souvent, elle dit que s'il y a beaucoup d'étrangers ici, c'est parce que ça va mal dans leur pays. Alors, à partir de ça, et à partir de cela, j'ai eu l'idée d'essayer de la contacter. Parce qu'on peut trouver, avec elle, on peut faire ce que les autres n'ont pas fait, ce qu'ils disent être proches des étrangers, mais que pourtant ils ne font rien pour les étrangers. Au contraire, ils font toujours des choses qui vont dans le mauvais sens. Peut-être avec elle, on pourrait le faire. Donc si elle avait, c'est pour ça que je l'avais écrit pour voir si elle m'avait reçu. J'allais essayer de leur donner. Donc, je cherche des gens avec qui je travaille, n'est-ce pas? Alors, et pourquoi pas elle? Mais pas pour que j'adhère à ces idées à elle, mais pour que je leur donne des idées qui pourraient changer les choses, que aussi bien en Europe, ou en France et en Europe, et dans d'autres pays d'où on est d'origine. D'où on est originaire. Voilà. Et alors, il y en a un autre président qui a marqué l'histoire de la France d'une manière ou d'une autre, c'est Nicolas Sarkozy. Lui, quels ont été vos rapports épistolaires?
Vous lui avez écrit ou pas? Non, non, je ne l'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit à Nicolas Sarkozy. Vous étiez satisfait de sa politique alors? Non. Si on fait un raccourci. Non, parce que, comment je peux dire, je dis qu'il ne serait pas intéressé à ce que j'avais à lui proposer. Par a priori. C'est comme si vous avez des a priori. Non, parce que j'ai vu sa façon de travailler. Je dis que c'était incompatible. Il travaillait comment? Oui, sauf. Comment je peux dire, il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer. Parce que quand même, c'est un ancien président. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais ce n'est pas pour cela que je vais dire du mal de lui publiquement. Bon, on comprend un peu votre réserve. Donc cela montre aussi que vous êtes quelqu'un digne de confiance. Autrement dit, si on veut travailler avec vous, il n'y a rien à craindre. Vous n'êtes pas, je veux dire, agressif dans votre démarche. C'est une démarche de quelqu'un qui est généreux et qui veut partager ses idées. Et la France est à l'orée des chemins. On a le modèle économique de 68, hein, disons, d'après la Deuxième Guerre mondiale, les Trois Glorieuses, qui s'est terminée. Là, la crise économique s'est installée et l'avenir est incertain, non seulement en France et un peu en Europe. Comment voyez-vous l'avenir de la France particulièrement? On peut se relever ou on va descendre? Pour moi, si on continue tel que les choses sont actuellement, ça va continuer à descendre. Et si ça descendait, on va finir comment? Par une guerre? Par des émeutes? Par des révoltes générales? Ou une révolution, une troisième révolution française? Ça commencerait par des révoltes qui pourraient devenir une révolution. Et si ça part de la France, ça va peut-être contaminer toute l'Europe? Oui, ça dépend, mais ça pourrait. Et il y a des choses très graves que je n'aimerais pas dire. L'adversaire en face, si il se montre, il se montre trop incompréhensif, non, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de changer, ça pourrait aller jusqu'à la guerre mondiale. Donc l'adversaire est cohérent. Bon, généralement, vous n'allez pas dévoiler toutes vos stratégies. Hein. Vous avez dit, vous en dites suffisamment assez pour vous vendre, mais pas assez pour que les gens comprennent par anticipation ce que vous avez dans le ventre. On ne va pas vous forcer la main. Avez-vous un message à l'endroit des web téléspectateurs? Un message particulier? Ok, comme j'ai écrit depuis 1994, je demande au chemin politique, je demande l'audience, s'il y a quelqu'un qui me reçoit pour que je puisse travailler avec lui, pour voir si on essaie de trouver une solution concernant la situation qui ne cesse pas de se dégrader, situation économique, que ce soit en France que partout ailleurs. Parce que c'est ailleurs aussi ça va mal, parce qu'il y en a de grands pays qui vont mal. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu la crise financière. Les choses se sont aggravées en Amérique et ça a contaminé le reste du monde, ce qui a mis le Portugal, Grèce, Espagne KO. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, et jusque-là, je continue de chercher. Si jamais il y a quelqu'un, j'arrive à rencontrer quelqu'un avec qui travailler, mon souhait c'est rencontrer quelqu'un qui est prêt à prendre les choses en main. C'est quelqu'un-là, forcément un Français, ou vous pouvez vous y faire en Europe? Je suis en France et c'est pour travailler en France. Il faut qu'on commence en France, il faut que ce soit un Français. Et de quelle race que ce soit. D'accord. Bon, bien que c'est un mot qu'on n'utilise plus par ces temps qui courent, il n'y a qu'une race, la race humaine. Bon, il y a différentes couleurs, c'est comme des fleurs dans un jardin, il n'y a qu'une race, la race humaine. C'était M. Da Silva, Sylvain Nzolameso, Mayamona, pardon, parce que c'est des noms proches. Avec Nzolameso, c'est des noms ici du royaume Congo au Congo. C'est ainsi que je fais cette petite confusion. On l'appelle aussi, c'est un point d'interrogation, les Nostradamus africains. Il vit en France depuis un certain nombre d'années. Et ceux qui les connaissent dans son entourage, lorsqu'il fait une analyse sur la situation politique de la France, lorsque vous lisez, c'est pointu,
c'est argumenté et généralement, il a toujours raison. Et c'est comme ça que je l'ai connu en fait. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire ouais, il y a un prophète par ici qui dit des choses sur la politique française et qui se réalise. Et lorsque j'ai discuté avec lui, je me suis tout simplement rendu compte qu'il avait des capacités d'analyse au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas un don de prémonition, c'est tout simplement des analyses justes et fines. Voilà, donc c'était Échange, une émission de maïso.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.